Je veux remercier Guillaume, qui était très généreux pour l'invitation. Je veux remercier Kleber, qui a révisé le français. Je voudrais aussi remercier mon ami et collègue Amir Geiger, un anthropologue brésilien, à qui j'ai enseigné le texte et m'a donné quelques suggestions. Ensuite, je veux m'excuser de ma maîtrise très pauvre de la langue française. En fait, je n'ai jamais étudié le français. C'est peu que je connais de la langue. C'est dû à une obsession. Ça fait à peu près un quart de siècle de liser tous les pieds de page de Gilles Deleuze. Moyenne. C'est de cette lecture que j'ai appris ce peu que je connais de la langue française. J'ai préparé un petit texte qui est sur les recherches des jeunes anthropologues brésiliens qui se réunissent autour d'un groupe de recherche qui s'appelle Rubris. Ils sont tous des jeunes anthropologues qui font de post-graduation à São Paulo. Je vais commencer avec un dialogue qui apparaît dans un film de le directeur italien Michelangelo Antonioni et qui s'appelle The Passenger. Je veux citer dans la version anglaise. C'est un dialogue d'un journaliste américain avec un homme africain. Et le journaliste dit, il s'appelle Locke. Le journaliste dit, Yesterday, when we filmed in the village, I understand you are a witch doctor. Isn't unusual for someone like you who spent several years in France and Yugoslavia. L'homme à qui ces mots se dirigent ouvre un sourire en même temps qu'il regarde sa jambe. Locke continue. That has changed your attitude toward certain tribes' customs. Don't they strike you now as false or wrong to the tribe? And the man says, Mr. Locke, there are several perfectly satisfactory answers to all your questions, but I don't think you understand how little you can learn from them. Your questions are much more revealing about yourself than my answer could be about me. Ce que j'ai préparé pour parler ici a quelques rapports avec ces dialogues. Ce que je voudrais penser, c'est la possibilité de dialoguer sous une terminologie qui soit une nouvelle façon de formuler ce que je voudrais appeler des milliers de réfractions. À ce propos, j'ai deux alliés. Les conseils qui sont parus à partir de quelques recherches du groupe Rubris et les suggestions de recherche de Michel Foucault. Parce que c'est lui qui a fait une interpellation anthropologique du présent. Alors, ce texte a comme une sorte de titre caché, celui de Michel Foucault, anthropologue. Nous savons combien de controverses il y a concernant la position de Michel Foucault dans une partition disciplinaire du champ du savoir. On a dit de Michel Foucault soit qu'il fut un philosophe, soit un historien, soit un sociologue. On a dit aussi qu'il ne fut guère de ces choses. Mais il a dit lui-même qu'il a été toutes ces choses et en plus qu'il a été un journaliste et en 1966, il disait qu'il était un ethnologue. C'est Foucault qui se veut un anthropologue énonce que sa tâche intellectuelle
est d'envisager nos formes culturelles comme les ethnologues envisagent les formes culturelles des Arapèches ou des Nambiquara ou des Chinois, c'est-à-dire dans une position extérieure. Nos formes culturelles, d'après ces Foucault des années 60, sont les règles qui forment nos discours vérités, nos activités de savoir et au-dessous de toutes les formes culturelles, ce qui est la nôtre par excellence, la philosophie. Il n'y a, à ma connaissance, que 2 ou 3 références de Foucault à l'anthropologie ou l'ethnologie, qui fut le mot utilisé en France pour traiter cette science de société primitive jusqu'à 3 ou 4 décennies auparavant. Dans une autre occasion, il fait référence à l'ethnologie en se plaignant de leur caractère toujours journaliste. L'anthropologie serait cette science, pseudo-science ou contre-science, comme il l'a dit dans Les mots et les choses, qui aborde les autres sociétés sous le signe de la loi. La seule exception promise étant les études encore préliminaires, encore à cette époque, de la recherche de Pierre Clastres. Voici le point qui, pour moi, est l'essentiel de mon présentation. Il ne s'agit absolument de fixer l'identité disciplinaire de Michel Foucault. Tout au contraire, on aura besoin justement de lui maintenir flottant dans un milieu liquide, dans un aquarium dans lequel il est parfois immergé, auquel il regarde de l'extérieur pour profiter de l'image fournie par Pauwijn. Cette perspective hybride, partie poisson, partie martien, partie européen, lui a permis de nous envisager à nous-mêmes comme des étrangers et de nous étudier sous nos propres termes. C'est-à-dire prendre quelque chose qui n'est pas seulement autour et au-dessous de nous, notre culture, notre système de savoir, mais qui nous forme comme des sujets de connaissance et les mettre devant nous. C'est faire un étranger à soi-même, un mouvement exigeant d'une torsion, comme il dit, pour vous la nécessité de nous connaître à travers les mêmes catégories qui forment nos cadres mentaux. Dans cette torsion, comme il l'appelle, Foucault invente au même temps la possibilité d'une anthropologie du centre et l'anthropologie Haufi. Le mouvement de nous mettre dehors de nous-mêmes, cet écart de perspective, l'anthropologie de nous-mêmes, cette forme d'éthnographier la formation de nos pratiques discursives centrales et au même temps, investir les problématisations dans des formes de lutte contre le présent, contre ces mêmes pratiques discursives qui nous firent ce que nous sommes aujourd'hui, c'est, avec ces dimensions spécifiques, le centre de la problématisation de plusieurs des travaux des chercheurs du Hubris. Ce que je voudrais suggérer, c'est la question du point de vue au-delà de la position, parce que je vous propose cette idée très ordinaire selon laquelle on ne peut pas regarder une chose comme si on la regardait depuis nulle part, ce qui est un principe basilaire du relativisme, mais accru de l'idée selon laquelle la position d'où une chose est regardée n'est pas un choix individuel. En d'autres termes, je veux dire que les chercheurs du Hubris ne choisirent pas ce point de vue qui fait de Foucault un point d'appui privilégié. Ils en furent entraînés par les problèmes qui furent posés auparavant. Scandés, isolés, séparés, purifiés d'objets mixtes, individualisés, sujets composés. Peut-être ce soit la tâche de la modernité quand elle fit face aux multiplicités. Fabriquer des pièces, structurer des caisses,
trancher le monde. Se soucier pour que chaque pièce résultante de l'opération n'ait pas se lie, sauf selon quelques modalités très spéciales avec les autres. En s'appropriant des procédés très anciens, en les reconfigurant, en les donnant d'autres sens, formes, fonctions, on individualise le monde, on effectue de nouvelles classifications, on invente de nouvelles hiérarchies, on connecte ici et là les pièces isolées, on les met dans des rapports spécifiques. Certainement, et pas ignoré, en suivant encore les thèses élaborées par Foucault, c'est Foucault des années 1970, ces procédés disciplinaires sont imbriqués dans la dimension du savoir. Les disciplines art corpusculaire de production et gouvernement des individus promeuvent un inédit déblocage épistémologique dans l'histoire de la pensée occidentale. Elles libèrent l'existence des sciences humaines, ainsi comme un jour l'enquête ouvrit espace à l'émergence des sciences empiriques. En outre, les disciplines créent dans les classifications politico-épistémologiques des caractéristiques de l'univers académique, précisément ça, les disciplines universitaires. Basée dans les thèses de Foucault, une réflexion de la contemporanéité ne peut pas oublier que depuis plusieurs décennies, les sociétés disciplinaires sont en décadence. Cette décadence est corrélative aux crises en toutes les institutions isolationnistes fondées par ou partenaires des disciplines. L'hospice, la prison, la famille conjugale, l'État-nation, l'école, l'usine, l'hôpital. Et, de la même façon, les disciplines, maintenant au sens politico-épistémologique et académique. Anciennes sont déjà les revendications pour les activités interdisciplinaires du savoir. Anciennes également sont les critiques qu'on révèle. Anciens, les décennies de lutte pour une nouvelle école contre l'hospice, pour la reformulation des lieux de production. Anciens encore, les modalités de production. D'autre part, il fallait être attentif à certains ensembles d'énonciations qui possèdent un caractère scientifique. Ils peuvent incorporer la forme d'une publication périodique comme la revue Multitude, ou peuvent avoir un plus grand d'amplitude comme les collaborateurs des éditions Les Empêcheurs de penser ronde. Les travaux y publiés ne sont déjà passibles de classification disciplinaire. Ils sont, je dis, adisciplinaires. La démarche de hybris concerne la possibilité de réflexion, aussi de répercussions et de création réciproque de certains objets de recherche associés à une perspective éloignée du focus disciplinaire d'énonciation qui renforce les partis pris, les stéréotypes, les valeurs morales qui produisent et sont l'effet de moyens de réfraction nuisibles à la compréhension de ces objets, une fois qu'ils sont produits d'une autre conformation sociale. Ils ne sont pas d'accord. Il serait indispensable de dire que c'est avec le support de Foucault et des ethnographies du hybris, déjà composées par cette même suggestion, qu'il serait possible d'accéder aux micro-ontologies pédagogiques, thérapeutiques, administratives, juridiques, sans qu'il faille poser à elles des questions plutôt propres aux imaginations juridiques, administratives, normatives, légales, entrepreneuriales et bureaucratiques.
Il s'agit d'un rapport dans le sens d'Isabelle Stanger qui produit un certain point de vue à partir duquel on peut interpeller notre monde au dehors des stratégies qui formulent des caricatures de nous-mêmes. Ce que Foucault doit surveiller et punir semble nous dire tout le temps. Nous ne sommes pas aussi semblables à ce que nous imaginons de nous-mêmes. Les implications de telles recherches adisciplinaires proposées par les anthropologues de Hubris vont au-delà de la condition des variations d'interlocution. En dépit du thème de chaque recherche, on sera obligé de croiser le territoire d'un comment on dit nucléo? Noyau, endurci de pouvoir concernant au sujet correspondant. Recherchons-nous la famille, les crimes, la politique, la santé, les genres, il y aura toujours des barrières douanières légitimes qui permettent ou qui empêchent le passage des uns et des autres énoncés, des uns ou des autres contenus. La distribution disciplinaire de l'ambiance académique se fait comme ça, à travers la prolifération des sous-disciplines. La discipline de l'anthropologie fait proliférer la sous-discipline de la politique, de la parenté, et ainsi de suite. La division se fait par répartition dans le sens des répartitions publiques. C'est compréhensible mon français parce que il me paraît absurde. Les diverses répartitions académiques d'habitude sont lead, le mot en anglais, par des figures parfois vivantes, parfois juste bibliographiques. On ne pourra parler de tel ou de quel sujet sans passer par ces leaderships. C'est précisément le nom reçu par ces figures, leaderships. Dans la tentative de sortie de ces totalisations discursives, on fabrique encore d'autres anthropologies, de l'argent, des rapports de pouvoir, du mal, de la morale et des moralités, de la démocratie, du crime, des criminalités, etc. Cependant, semble-t-il, les chamans peut être fait important d'autres chaussures. On se rappelle que, d'après Foucault, les rapports, les pouvoirs spécifiques sont corrélatifs de formes de lutte également spécifiques. Les manifestations revendicatives des rois et les eschatologies de l'Ancien Régime sont dans un œuvre de lutte contre la souveraineté. Les luttes de classe sont caractéristiques du mode capitaliste et donc de discipline. Quant à ces moments contemporains et post-disciplinaires, on sait bien, Foucault décrit de nouvelles formes de lutte. Rappelons quelques caractéristiques de ces luttes. Elles sont hyper ou anti-individualisantes. Elles sont transversales et ainsi non locales. Elles sont ponctuelles, pas orientées contre un ennemi unitaire, global, totalisé. Tout cela permet l'apparition d'un intellectuel spécifique qui n'est plus l'intellectuel universel. Ces luttes ne sont plus corrélatives aux disciplines. Elles se dirigent à notre monde actuel, baptisé par Gilles Deleuze de société de contrôle. La société de contrôle, sa description est suffisamment connue pour qu'il y ait besoin de reproduire. Formation continue à la place de segmentation linéaire des disciplines et de ses finalisations sérialisées. Espace ouvert de contrôle à la place des institutions austères. Individuel ou sujet hybride, pour utiliser la terminologie de Guattari, à la place des individualisations, etc. Certes, aucun de ces auteurs n'a élaboré des périodisations. Ces noms, discipline, souveraineté, sécurité, contrôle, ne s'identifient pas à des passages d'une forme qui surpasse l'autre. Il s'agit plutôt
d'emphase ou de concentration. Des pièces disciplinaires restent à l'intérieur du contrôle et de même que des pièces de souveraineté restent dans l'une et l'autre de ces formes. Ainsi, des luttes antidisciplinaires et anti-souveraineté s'actualisent à l'intérieur des luttes non représentatives où ils peuvent s'actualiser. Donc, aussi, les pièces de discipline peuvent surgir d'un moment à l'autre au-dedans des nouveaux savoirs adisciplinaires. Non représentative, c'est le nom qualificatif provisoire de ces mouvements simultanément ou alternativement criminalisés, négligés, déconsidérés, dont les collectifs sont des sujets de recherche de certains des anthropologues du hubris. Ces luttes inégales, ces groupements négligés, finalement, sont les titulaires des confrontations non représentatives. Ce sont eux qui produisent des nouvelles énoncés adisciplinaires. Sont-ils enfin les agents collectifs d'énonciation des nouvelles pratiques politiques? Et peut-être qu'ils soient dans l'impossibilité de se représenter au sein d'incapacités, mais surtout au sein des inadéquations, les limites de ces possibilités de lutte, de la légitimation ou légalisation de ces revendications. Il faut souligner que ce n'est pas le fait d'étudier des groupements marginaux qui distingue les recherches du hubris. Puisque étudier des groupes, des sociétés ou des cultures marginaux fut la tâche distinctive de l'anthropologie depuis sa naissance. Dans un premier sens, ces marges étaient des sociétés éloignées. Après la Deuxième Guerre, quand nous nous retournons sur nos sociétés, furent les sous-groupes marginaux les objets de nos travaux, hérités de la sociologie de Chicago ou de la politique extérieure du département d'État nord-américain, les Amériques du Sud et centrales, les pays méditerranéens, les ouvriers nord-américains, etc. À tel point que, récemment, on a revendiqué une anthropologie du centre dont les privilèges seraient les aspects centraux de notre société. Donc, les objets marginaux, même ceux qui habitent la périphérie du centre et des centres-villes dans les pays périphériques, ne sont pas une nouveauté ni une innovation dans la pensée anthropologique. C'est le cœur de sa tradition. C'est une démarche conservatrice. Ainsi, parler d'une anthropologie de la marginalité ou des marges, c'est un drôle de type de pléonasme. C'est produit des énoncés inattentifs. D'après Sarah Green, la marginalité fut le moyen de l'euro-américanisme soutenir son autopitié et nourrir sa nostalgie structurelle. Mais fut la mode aussi de produire pour les discours académiques une série importante d'identités. Les anthropologues du hubris ne se distinguent pas par étudier les marges et les marginaux. On peut dire qu'ils se distinguent plutôt par l'entrée marginale au centre. Faire une entrée excentrique au centre, c'est faire au discours post-disciplinaire une interpellation anthropologique de nouvelles formes de pouvoir, aux nouveaux rapports de pouvoir. C'est-à-dire que la nouveauté ici, n'est pas les objets, ni même leur localisation dans le spectre des droits et des privilèges, ni encore leur position dans une hiérarchie globale de valeurs. Elle réside problématiquement dans la démarche. Une démarche qui se prétend déshumanisée ou, en autre terme, inactuelle. Je veux dire une démarche qui se prétend libérée d'une humanité fondée et refondée depuis 300 ans
dans l'image que nous faisons de l'humanité aujourd'hui, mais aussi l'idée d'universel formulée à partir d'une triple matrice grecque, romaine et chrétienne, sous l'égide de la philosophie, les logos, les conseils, les savoirs, de la justice, la loi, la citoyenneté, le genre humain, et de la religion, l'évangélisation, l'esprit, l'amour, pour prendre l'analyse de François Julien. L'effort des jeunes anthropologues de Ribris est de faire au même temps, comme a suggéré un jour Michel Foucault, moins et plus qu'une anthropologie sociale, moins et plus qu'une analyse formelle de la pensée. Il faudrait simultanément dénaturaliser et désuniversaliser l'existence humaine, ou encore, en suivant les méthodes de Foucault, reconnaître l'existence d'une formation historique de l'humanité par des procès obscurs mais pas cachés de production de catégories universelles de la pensée, et ainsi se débarrasser d'une écologie conceptuelle régie par des résultats de ces procès. À propos de ces objets de recherche du Rubris, je dirais que le point essentiel est que ces groupements, produits par de nouvelles caractéristiques de la contemporanéité et des luttes antidisciplinaires, sont empêchés de faire la politique. Il ne s'agit seulement de détecter que les droits de ces groupes sont niés, bloqués, quoique ces blocages soient une des armes contre ces politiques. Mais ils sont seulement un fragment de souveraineté. Il ne s'agit pas seulement des châtiments qui se font souffrir, car ceux-ci sont une pièce de discipline. Ce blocage n'est pas seulement de la sanction juridique et de la correction disciplinaire. Au moins, elles n'y opèrent pas une détermination. Le plus important obstacle, à mon avis, à sa forme de faire politique, est l'absence de représentation et d'identité, si bien que je ne prétends pas parler de ces derniers aspects. Toutes les activités politiques de caractère non représentatif sont déplacées aux confins du retard, de l'ignorance, de la criminalisation. Qu'en scrutant la littérature des grandes théories sociologiques sur l'exclusion, aucun mot est réservé aux incarcérés, aux fous, aux drogués, sauf, bien sûr, aux réformés, les croyants, les récupérés, les dopés. Or, l'activité politique, comme pour reconnaître les plus conservateurs des scientifiques politiques, est un sujet, un thème de tout. Du contraire, comme rappelle Isabelle Stanger, on sera jeté à une démocratie mesquine, baisse en intensité, fréquence et densité, dont la participation légitime sera pour toujours circonscrite aux libertés de vote et de l'expression individuelle ou, en d'autres termes, à la représentation. Le problème pour les anthropologues du Ribris est faire ethnographier la conduction de ces luttes et de ces revendications libérées des limites de la représentation, mais aussi de ceux de la loi, de la règle et de la norme, comme on verra tout de suite. Or, si on peut approuver la définition d'ethnographie selon laquelle on fait une analyse descriptive des façons dont les personnes mobilisent des choses, des animaux, des plantes, des minéraux, des sentiments, des sensations, des perceptions, des esprits, des dieux, des armes, etc. Pour vivre, on pourrait dire qu'ethnographier n'importe qui est ethnographier sa politique de l'existence. C'est cela que Mr. Locke
ne fut pas capable d'entreprendre. Il y a un ultime mouvement qui distingue les chercheurs de hubris des études de marginalité. Renverser les concepts surgis des ethnographies contre les mécanismes administratifs, juridiques et entrepreneuriaux. Faire surgir la machine à partir du corps de l'appareil. Non comme dénonciation, mais pour faire voir sous les styles analytiques descriptifs les fonctionnements de nous-mêmes, sous les caricatures que nous faisons de nous-mêmes. Cela c'est suivre la recommandation d'une anthropologie Foucauldienne du centre, faire l'anthropologie au coup de marteau. Pour nous, de Ribris, il faut ajouter un problème éthico-méthodologique. Si les luttes sont anti-individualisantes, antidisciplinaires et non représentatives, alors, semble-t-il, aussi laisseront les recherches qui s'inspirent dans les vies de ces groupements pour la rédaction des ethnographies. Cette exigence ouvre une possibilité et une caractéristique, soit des thèmes, des sujets, soit des recherches. On doit considérer que tous ceux qui nous basons dans les vies de ce genre ou de procéder pour écrire nos travaux, envisageons deux défis. Le premier, faire une anthropologie authentique sur les collectifs dont l'existant défie une morale fondée et refondée dans l'Occident au fil de 3 siècles. Et la deuxième, démanteler les gros mots endurcis qui président les sciences sociales dérivées d'un schéma épistémologique dont les narratives se confondent avec celles de la loi, de la norme et de la règle. En d'autres termes, étudier les incarcérés, comme l'ont fait Adalto Marques et Karina Biondi, sans faire appui dans les discours juridico-administratifs. Étudier ceux qui habitent les rues sans l'effort de relogement. Étudier les professionnels de santé publique, comme a fait Leslie Sartori, envisageant de vérifier quels sont les concepts qu'ils mobilisent pour conduire les utilisateurs du service à ingérer des drogues à chaque fois plus lourdes dans l'effort de contention chimique. Enfin, étudier certains groupements dans les filtres sans les filtres du triptyque juridico-administratif, d'affaires et organique. Les triptyques qui ne s'épuisent en soi-même, il dépend d'autres. Les lois, la norme, la sécurité, la transgression, l'inobservance, les risques, la sanction ou la punition, l'exercice ou la correction, les soucis ou la prévention. C'est du chevauchement variable de ces composants formateurs d'une espèce de moyen de réfraction perspective, c'est-à-dire des sujets et d'objets de recherche, qu'on a éventuellement besoin de nous libérer pour l'adéquation de nouvelles recherches et de nouvelles formes de lutte. C'est l'exercice du pouvoir, c'est la construction de nouveaux savoirs contredisent les formations disciplinaires, aussi les supposent, les modifient, les emphasent ou les concentrations, elles doivent se conformer en même temps aux actualisations des luttes et des résistances. Si nous avons l'intention de les étudier, il faut également fuir aux conformations disciplinaires pour inclusivement comprendre les nouvelles formes de subjectivité.
Il va de soi que parmi les gens dont la vie, c'est la base de nos ethnographies, on constate la présence des lois, des normes, du risque et de maintes d'autres choses. Parce qu'on vit dans un monde qui les force à mobiliser ce genre de choses. Et certes, ils conduisent leur vie généralement au corps de l'État, comme a dit Rafael Barbosa. On ne peut pas dire même qu'ils rejettent la loi, la norme, la sécurité, la représentation. Le problème central pour nous, du Hubris, c'est la possibilité d'entrer dans ces mécanismes de mobilisation dans les termes des gens qui sont en lutte. La forme de sortie du triptyque surmentionné, lequel crée une perspective légaliste de lutte adisciplinaire et non représentative, sera celle de fabriquer une perspective soumise aux formes de lutte, aux concepts et aux pratiques de ceux qui sont en lutte. Faire de ces concepts des armes et de ces armes des concepts. Parce que tous les gens que nous, du Hubris, étudions, font recours aux lois, à la norme, à la sécurité, aux droits de l'homme. Mais ces choses-là, ils les utilisent car elles sont des armes et pas les résultats d'une rêverie intellectuelle qui les traite comme des universels inconditionnés. La difficulté pour nous sera celle de porter les conséquences du conditionné et de ces mots qui habitent notre pensée comme une idée fixe, comme des atavismes notionnels. Ou, pour retourner à ces Foucault anthropologues, il faudra poser ces écosystèmes notionnels devant nous et peut-être les interpeller par le biais des concepts produits dans les champs de bataille. Merci, merci pour vos patiences. Merci beaucoup, Georgie, pour ton intervention, qui est presque un manifeste. Bon, ou en tout cas, une présentation. J'ai oublié de le préciser, effectivement, mais j'étais très heureux de t'entendre présenter le travail que vous réalisez dans le groupe Hubris. On peut peut-être préciser qu'il y a un site internet où il y a des travaux qui sont diffusés. Les travaux, je ne sais pas. Non, j'avais cru voir des textes. Non, pas. D'accord. Il y a un manifeste. Il y a un manifeste. Le début d'un travail. Bon. Comme le temps passe, j'ai laissé tout de suite la parole à ceux d'entre vous qui veulent intervenir, réagir. Oui. Vu l'heure, c'est une façon de rentrer dans la discussion générale aussi avec Viverous, peut-être. Est-ce que vous voulez nous rejoindre peut-être à la table Tu veux qu'on aille s'asseoir là-bas? Bon, ok. Parce que moi, du coup, j'avais envie de rebondir sur les deux, d'essayer de les mettre en lien. Alors, ce que je trouve très intéressant dans le manifeste, et pour le coup, j'aimerais bien voir les travaux, mais est-ce qu'ils sont commencés, en cours? Il y a déjà des écrits? Oui. Oui. Bon, ben, j'aimerais bien avoir des références, parce que le lien que je vois entre vos deux interventions, là, c'est qu'en fait, il y a d'une certaine façon un rapport complètement différent au pouvoir. Et peut-être, alors je vais reprendre les choses dans l'ordre, j'ai trouvé très très intéressante votre présentation, mais tout le long, je me suis demandé finalement, pour moi, je suis en terrain exotique, parce que je suis dans une situation où justement, on ne peut pas démêler l'État et ce qui apparaîtrait comme hérité de traditions familiales, parentées, qui se relèveraient plus du contre-État, parce que tous les acteurs, que ce soit par l'administration, par la politique, par la justice, ou j'imagine l'illégalité aussi, sont déjà des acteurs de l'État. Donc on ne peut pas démêler l'enjeu de fabrication des familles
ça c'est très très bien démontré dans votre travail. Bon, évidemment que dans toutes les sociétés, la parenté, elle se construit dans différents processus, la violence en étant un, la vendetta, une forme de violence, mais il y a aussi d'autres manières de produire de la parenté des groupes sociaux. Mais je pense que si c'est à ce point indémêlable, c'est parce que tous les acteurs de cette société, d'une manière ou d'une autre, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas il y a quelques membres par famille, sont déjà soit des élus, soit ont des enjeux dans l'administration, d'où la corruption, etc. Donc on ne peut pas le séparer. Or, si j'ai bien compris votre programme, c'est d'arriver à aller chercher, à travailler chez des gens qui sont dans la résistance, sans que ce soit perçu par les outils traditionnels de la marge, hein, de la marge, de la marginalité. Bon, alors ça m'a fait penser à quelque chose que Emmanuel Terré avait dit après les émeutes de banlieue ici en 2005. Il y avait un grand rassemblement à l'EHESS et il disait à propos de ceux qui avaient fait les émeutes et de quelques réactions qu'il y avait dans la salle avec des jeunes qui avaient participé, on ne peut pas être à la fois victime et acteur. Voilà. Donc ça avait suscité un débat. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce genre de présentation, mais c'est quelque chose qui est très, très ancré, en tout cas, dans l'anthropologie française. De penser que dès lors que l'on prend en compte quelque chose dans le discours des gens qui s'inscrit dans une histoire, on ne leur donne pas les moyens d'être acteurs et donc résistants. Et c'est vrai aussi que dans une tradition relativiste de l'anthropologie américaine, le fait d'avoir toujours choisi des terrains d'anthropologie, que ce soit des situations exotiques de sociétés primitives qui ont été colonisées, donc elles sont devenues victimes, donc on va les appréhender comme étant en voie de disparition, et donc soit on lit l'histoire, hein, c'est toute une partie de l'anthropologie, on lit l'histoire, on les étudie dans leur manière traditionnelle de percevoir le monde par opposition à d'autres ontologies, ou alors, si elles s'inscrivent dans la résistance, on les analyse comme étant fichus, sans pouvoir. Donc ce que je trouvais intéressant dans votre programme, tel que vous l'avez énoncé, c'est d'essayer de contourner les éléments qui écrasent comme excluants à cause de ce paradigme de l'histoire de l'anthropologie et des autres sciences sociales, pour essayer de montrer où sont les outils de résistance. Et donc là, un des outils de résistance, justement, c'est la violence. Et la violence, notamment, la vendetta, ou ce qu'en anglais on appelle le payback. Et donc, pendant toute votre présentation, moi je pensais à la situation australienne des aborigènes qui pratiquent le payback, la vendetta, et qui, parce qu'ils ne sont pas en situation d'avoir des représentants de pouvoir dans l'État, eh bien l'État peut exprimer de façon très explicite ce qui, dans ces processus de payback et de vendetta, met en cause l'État. Et donc, je donne un exemple, c'est cette forme de règlement de la justice qu'ont les communautés aborigènes de tout temps et qu'elles ont essayé de continuer malgré la colonisation il y a 200 ans, ou la mise en réserve parfois il y a seulement 50 ans, eh bien, sont devenues interdites par l'État. Donc, je trouve intéressant, par rapport à cette question de la norme, de la loi que l'on veut mettre de côté pour essayer de dégager des choses sur le terrain, de se poser quand même la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir interdit, tout comme dans n'importe quelle société. Qu'est-ce que n'importe quelle société interdit? Non pas qu'est-ce que la société oblige de faire, mais qu'est-ce qu'elle interdit? Et quel est le rapport entre les deux? Parce que la raison pour laquelle l'État en Australie a interdit le payback, c'était parce que d'une certaine façon, c'était le lieu où les gens pouvaient localement résoudre, négocier leur dissensus, non pas pour un consensus, mais pour inventer de nouvelles formes de résistance. Hein, puisque tout le monde n'est pas d'accord, puisqu'il y a tout le temps de nouvelles carottes de l'État. Des carottes territoriales, des carottes minières, donc forcément ça mettait les gens en conflit. Donc il y a un petit peu d'injection de l'État et de la nouvelle économie qui crée les nouveaux conflits. Mais la réponse que les gens avaient, c'était de ne pas faire appel à la justice de l'État, mais d'essayer de résoudre ces choses qui les mettaient en conflit entre eux.
Donc ils échappaient à quelque chose du contrôle de l'État en faisant ça. Donc l'État a empêché ça, sous prétexte d'une analyse que je trouve fausse, de la criminalisation. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'aborigènes en prison. Donc on dit, voilà, la chaîne logique, c'est aborigènes en prison, parce que violence dans les communautés, la violence mène les gens en prison. Donc il faut arrêter la violence dans les communautés qui s'exprime par la vendetta. Or, en réalité, le processus est complètement inverse. On criminalise les gens parce qu'on ne comprend pas la manière dont ils s'expriment en public par rapport aux normes de l'État. Donc, par exemple, quelqu'un qui va boire et crier parce qu'il a bu, comme il est interdit de boire en public, il ira immédiatement en prison. Donc en prison, l'essentiel des gens qui sont, des aborigènes qui sont en prison en Australie, le sont pour ivresse. Pas forcément parce qu'ils sont passés à l'acte de la violence. Il y a quelques personnes qui s'entretuent, ça arrive dans la violence, mais il y a un système récidiviste où on envoie les gens en prison simplement parce qu'ils sont toujours un tout petit peu hors la loi. Hein, voilà. Donc, sous prétexte de dire il y a beaucoup d'aborigènes en prison, donc on criminalise la situation sociale, on va dire eh ben, le problème c'est la violence. Or la violence dans la communauté c'était la réponse pour résoudre la criminalisation. Voilà, donc je pense que c'est en ce sens-là que je voyais un rapport entre vos deux approches, parce que je pense que dès lors qu'on s'intéresse à des populations qui aujourd'hui sont en recherche de micropolitiques qui leur donnent un pouvoir, quel que soit l'État où ils vivent ou dans une station transnationale, on en parlera demain, parce que pour les peuples autochtones, il y a une possibilité de pouvoir aussi de manière transnationale, en se soutenant les uns les autres avec d'autres instruments, d'autres déclarations, etc. Mais dès lors que les gens sont dans cette situation de chercher à exister, à se créer des territoires existentiels, à créer de nouveaux agencements, eh bien l'analyse de la violence et du rapport à l'État se déplace. Vous voulez réagir? Oui. Je ne sais pas si je serais capable de parler à l'improviste, parce que, comme vous avez vu en lisant, c'était catastrophe. Mais vous savez, moi-même, j'ai une sorte de moyen d'écart, comme François Julien a utilisé la Chine. Mon moyen d'écart, c'est une chose, c'est pas une chose, c'est pas comme on l'appelait, qui s'appelle PCC. C'est les premières commandes de la capitale, que c'est un collectif qui est apparu dans les prisons à São Paulo. Il a été ethnographié pour ces deux jeunes anthropologues, Karina Biondi et Adalto Marques. Et d'après ces travaux, nous sommes appris quelques concepts de ces gens très spécifiques qui nous montrent que c'est possible, à partir de ces concepts, de repenser même les structures administratives et juridiques au Brésil, par exemple. Comment est-ce qu'il parle? Et je pense que ça, c'est possible de faire dans d'autres pays. Alors, quand je parle de résistance, je pense en premier lieu à ces collectifs. Parce qu'ils ont, ils ont à côté de son fonctionnement interne, ils ont aussi une revendication qui est légaliste,
Ils vont qu'on coupe, comment est-ce que compris? Comment compris? Compris? Não, compris que se respeite. Com respeito, como é essa coisa da legislação penal? La législation pénale. São reivindicações, disons, légalistes et publiques. Mais ils ne sont pas permis de faire publiquement ces revendications sans qu'ils vont à prison aussi. Parce qu'il y a une loi contre les organisations criminelles au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pense une diversité mutable de manifestations, de revendications. Ils ont occupé toute la ville de São Paulo il y a 5 ans. Ils font des marches à la capitale brésilienne pour faire des revendications. Mais ce qui importe pour nous, du Rubris, c'est que ces formes de lutte, elles sont capables de mobiliser comme la loi, les normes, les règles, comme des instruments, comme des outils. Je ne sais pas si j'ai fait une réaction d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est corps conceptuel qui part du PCC qui anime ce que j'ai dit maintenant. Mais toujours, il faut penser que ces gens, ils ont l'obligation, ils sont obligés de mobiliser des concepts étatiques pour faire ces luttes, quoique à tout moment, ils les font renverser contre l'État lui-même, contre les lois et contre les normes. Tu vas réagir? Je pense qu'il y a une différence importante entre ce que vous avez dit sur l'Australie, les aborigènes, à cause de la condition indigène qui fait, au départ, ces groupes comme quelque chose donné. Afasté, éloigné d'un centre de décision. Mais par contre, il y a quelque chose de pareil parce que ces populations de sertão est aussi une population vue par les centres comme atrasada, ultrapassée, attardée en relation avec l'État, avec le centre de décision. Dans ces moments-là de ce problème des familles, Jordania était un des points plus importants dans ce qu'il appelait des polygones de maconha, de marijuana. Alors, la répression à cette guerre de famille était aussi une répression à ces sortes de criminalité. Et la construction de la vendetta comme en tant qu'une façon de réagir avec violence à la violence était un des ingrédients de ce combat à plusieurs formes de contrôle des incontrôlés. Et ça s'est sommé, ça s'est additionné à une figuration, à une caractérisation de ces populations-là comme une population en retard, violente et inaccessible à l'administration étatale comme un tout. Ils sont pauvres, et ils sont violents. Et de cette façon, je crois qu'il y a aussi une approximation de ce que vous avez dit. Je ne suis pas sûre, néanmoins, si, dans quel sens on peut parler de la vendetta
en tant qu'une façon de résistance. Si nous dépassons la compréhension de sa résistance en tant qu'une façon de vivre qu'il faut s'affirmer au dehors et par-delà d'une construction d'une image de retard affirmée à tout le temps, de retard et de violence tout le temps affirmée concernant les sertanejos. Les sertanejos seulement apparaissent dans les pages de journal à la capitale, dans les pages policières. Maintenant, c'est un peu différent à cause d'une promotion sociale, économique de ces régions-là, mais c'est encore très fort cette caractéristique. Alors, ces quantités de violence une argumentation de la nécessité d'investir, de l'État à investir répressivement dans cette région, hein, dans ce territoire. Bon, et ça se fait tout le temps avec des délégations de policiers qui font des missions tout le temps. En vrai, ils font des missions permanentes actuellement dans le sertão. Je peux juste commenter sur ce point. En fait, quand je parle de payback en Australie, parce que ça n'a pas atteint le type de vendetta tel que vous la décrivez, parce qu'on est, même s'il y a un peu de drogue, on n'est pas dans des grands cartels de drogue ou des choses de ce genre, c'est pas là non plus. Bon, enfin, en tout cas, l'enjeu, c'est pas tant le crime. L'enjeu du payback, traditionnellement, c'était le fait de faire la justice soi-même. Donc, c'est une institution qui reste là où tout a été refusé aux aborigènes dans leur contrôle de leur vie, puisqu'ils ont été déplacés, sédentarisés de force, on les a empêchés de faire la chasse et la cueillette, donc leur économie est détruite, même s'ils font des peintures et que parfois ils arrivent à avoir de l'argent avec ça. Donc le payback, ça veut dire, c'est pas par hasard que le terme anglais est utilisé, payback, payer en retour, payer. Donc c'est le contrepoint de l'échange. Et c'est le fait qu'il y a toujours de la dette. Et si cette dette n'est pas payée et renvoyée, hein, on est toujours dans une dette un peu inégale, eh bien, ça va mal pour beaucoup, beaucoup de gens. Et dans l'analyse que font les gens de la violence qui est présente, de la violence domestique, de la violence raciale, etc., c'est interprété par beaucoup de gens qui fonctionnaient avec ce système encore jusqu'à il y a une quinzaine d'années, comme le fait qu'ils ne peuvent plus faire le payback. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en contrôle de la circulation de la dette. Mais c'est la dette à tous les niveaux. Hein, c'est un déplacement constant de tous les territoires existentiels, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est très très important. Et dans les prisons, le payback fonctionne avec la sorcellerie. Et il y a des policiers, par exemple, qui travaillent dans certaines communautés, qui, par rapport à la violence incontrôlée, et donc notamment la violence domestique, ont laissé se refaire des combats de rue, où les gens qui sont ritualisés, qui ont souvent lieu au moment des funérailles, où les gens s'invectivent pour faire le payback. Il faut trouver des gens qui sont coupables de la situation telle qu'elle est pour avancer. Donc, et ça suppose, moi j'y ai assisté depuis 1979 jusqu'à la fin des années 80, quand l'État a interdit le port des armes dans les communautés aborigènes du désert, mais les gens se battent. Ils ne se battent pas n'importe comment. Mais tant que le sang n'a pas coulé, même si c'est symbolique, bon d'accord, ça fait mal, mais tant que le sang n'a pas coulé, la dette n'est pas payée. Hein, mais elle ne sera jamais payée pour de bon. Hein, elle va se déplacer. Voilà. Et donc, quelqu'un va être malade.
un enfant va mourir, etc. Donc, l'état actuel de souffrance, les suicides, les accidents de voiture, la désintégration de la vie des aborigènes dans beaucoup de communautés et dans les villes où ils migrent, sont très souvent attribués par les gens eux-mêmes au fait qu'on ne peut plus faire le payback. Donc évidemment, on pourrait dire que ce n'est pas la même chose que la vendetta. Mais on pourrait se poser la question, si les systèmes de vendetta, je ne sais pas moi, en Corse ou ailleurs, autrefois, ne fonctionnaient pas de manière à réguler ce genre de choses. Et je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là que Clastres disait aussi dans la société contre l'État. Maintenant, je ne suis pas du tout spécialiste des sociétés amérindiennes, et Véros pourrait commenter là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, ça fait écho, cette question que tu évoquais, Guillaume, de dire qu'il y a quelque chose de la construction de la parenté, pas du tout comme fixe, mais au contraire, de la reconstruction de la parenté, qui ne se fait pas que dans l'échange donc positif, mais qui se fait aussi dans ce pourquoi d'ailleurs les langues aborigènes ont plein de termes, les règlements de conflits. Hein, puisque le payback, en fait, c'est le terme anglais qui est utilisé pour des tas de termes indigènes, dont un, makarata, chez les Yolngu de Terre d'Arnhem, qui a été repris à l'échelle nationale pour dire traité. Et là, on rebondit sur ce que tu disais, toi. C'est-à-dire qu'en fait, un terme qui était utilisé pour un type de vendetta ritualisé pour régler des conflits est aujourd'hui utilisé pour demander à ce qu'il y ait un traité qui reconnaisse la primauté des aborigènes en Australie, parce qu'il n'y a jamais eu de traité signé, comme il y a eu avec les Amérindiens dans beaucoup d'autres pays, ou les Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, ce terme-là est utilisé comme un instrument, un nouveau concept pour essayer de changer quelque chose dans le système législatif et politique australien, à l'image d'autres négociations qui ont eu cours dans d'autres pays et qui sont discutées à l'ONU aussi par les peuples autochtones. La seule addiction que je veux faire, c'est que je crois que c'est très important, la condition indigène de ton objet, par comparaison, en différence de certains, parce que ça s'est constitué avec l'État tout le temps, parce que c'était un processus de colonisation où les gens, des Indiens mélangés avec des nègres, avec les colonisateurs blancs, etc., établissent une socialité qui ne peut être rapportée droitement à aucun système social donné. Ça se fait là-bas. Alors, je crois que ça fait une grande différence dans ces situations, je crois.